Bonjour à tous, merci de nous suivre en direct aujourd'hui pour cette journée des meneurs. Bonjour Alexandre, je suis ravie de co-animer cette émission avec Julie. vous aujourd'hui. Alors avant tout, Alexandre, peut-être un petit rappel, c'est quoi les meneurs? Alors les meneurs, c'est 49 clubs qui ont décidé de changer l'avenir du sport en France à nos côtés et nous sommes très heureux de pouvoir les accompagner. On va passer pendant plus d'une heure de temps avec vous sur ce plateau, des invités qui vont venir nous parler de la société, qui vont venir nous parler de cette passion qui nous unit, qui est celle du sport, une passion qui, au-delà des simples résultats, fait vibrer des hommes, fait vibrer des rencontres au niveau local et fait rayonner nos territoires. Alexandre, je vois Patrice Béguet qui est en train d'arriver en courant sur le plateau après avoir fait son introduction. Patrice Béguet, bonjour. Patrice Béguet, je le rappelle, directeur exécutif BPI France, directeur de la communication, directeur Excellence. Merci d'être avec nous en plateau. Bonjour Patrice. Et moi je vois arriver Maëlys Staub qui est également la fondatrice et la directrice générale de Pocket Result, une entreprise que nous connaissons bien. Bonjour Maëlys, bonjour Patrice. Alors Patrice, bonjour. Je crois que vous l'avez dit en intro, on a un invité spécial quand même aujourd'hui. Pas spécial, extraordinaire. Un homme d'État, notre ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, qui est avec nous en direct. Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour et merci beaucoup pour ces propos très, très gentils. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Vous avez en face de vous toutes les régions de France. 49 clubs de BPI France, des meneurs, comme on l'a présenté il y a quelques minutes sur le plateau. On est là pour vous écouter parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Les clubs sont vraiment, vraiment, du fond du cœur, ravis que vous ayez accepté cette présence à nos côtés. Et puis, je pense qu'on terminera par une période de questions-réponses, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Ministre. Bien, merci beaucoup. Merci Patrice et merci à vous toutes et à vous tous. J'ai évidemment très volontiers accepté l'invitation parce que c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec les acteurs du sport. Je prends très au sérieux cette mission avec Roxana Maracineanu depuis qu'on a eu l'élargissement du ministère en juillet dernier. Bon, même avant, on était très attentifs à travailler ensemble pour des synergies entre l'éducation et le sport. Mais maintenant, ça devient une réalité très concrète avec beaucoup d'éléments de convergence qui vont permettre, je l'espère, de vraiment développer de plus en plus le sport pour les enfants, les adolescents, les jeunes, et puis en fait, en réalité, au travers de ça, pour la population en général. Et ça passe par des gens comme vous tous. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir cet échange. Puis c'est l'occasion de saluer le dynamisme de BPI, le dynamisme de Patrice Béguet, évidemment, et puis de toutes les équipes BPI et de vous tous. Donc vraiment, je tenais à être là et merci pour l'invitation. Alors, quelques mots d'abord pour planter le décor, si je puis dire. Nous sommes dans un contexte sanitaire que, évidemment, chacun connaît et qui est un vrai défi pour l'ensemble des sociétés, du monde d'ailleurs, et la France comme bien d'autres pays. Et pour le sport français, c'est évidemment un grand défi. Nous en sommes bien conscients. Nous avons la nécessité de remobiliser la société autour du sport et de soutenir le sport dans cette situation. C'est ce que nous cherchons à faire, à la fois pour traverser la crise et éviter que des acteurs disparaissent, par exemple, mais aussi pour prendre des mesures adaptées à la crise, mais aussi préparer l'avenir, planter des graines pour le futur, dans le contexte aussi de la préparation des Jeux Olympiques. Donc tous les acteurs comme BPI sont évidemment indispensables pour accompagner les clubs sportifs, s'assurer que le maillage des partenariats sportifs de BPI, qui couvre aujourd'hui toute la France et même s'étend à l'international, puisse donner sa pleine mesure. Je sais que ça ne représente pas moins de 16 000 entreprises liées au sport collectif français et 54 clubs masculins et féminins qui sont partenaires de BPI France. C'est donc très considérable. Et je suis très attentif aussi au fait que, au travers de ces partenariats, on voit une grande diversité de sports représentés. Il y a le football, évidemment, mais aussi le basketball, le handball, le rugby, le volleyball, le hockey sur glace, le water-polo. C'est évidemment très important, cette diversité. Et puis, BPI ne se concentre pas seulement sur les clubs d'élite, mais aussi cherche à renforcer les liens avec les petits clubs. Et c'est évidemment tout à fait l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Et j'essaye beaucoup de faire le lien entre les petits et les grands acteurs, le monde amateur, le monde professionnel. Et ça va aussi dans ce sens. Le secteur associatif sportif a fait l'objet, vous le savez, de soutien spécifiques. Bon, d'abord, les acteurs ont fait l'objet des mesures d'ordre général pour le monde économique. Depuis le mois de mars, c'est environ 3 milliards d'euros qui se sont répartis chez les acteurs sportifs. Et puis depuis le deuxième confinement,
avec le président de la République et le Premier ministre, nous avons pris des décisions permettant d'avoir un soutien plus ciblé qui s'ajoute aux mesures générales. Vous le savez, il y a 132 millions d'euros, notamment dans le cadre du plan de relance, pour le financement d'emplois associatifs, le soutien à la transition énergétique des équipements sportifs, et puis aussi une aide directe aux clubs et aux fédérations, notamment d'ailleurs pour le développement numérique. Ça aussi, c'est un sujet, je le sais, qui intéresse beaucoup BPI, comment aider les clubs à faire leur transition numérique, et donc de faire d'un problème une opportunité. La crise que nous traversons, c'est aussi l'opportunité d'accélérer des transformations, comme la transition numérique des clubs sportifs. Et puis nous souhaitons prendre des mesures complémentaires pour 2021. On a reconduit le fonds d'urgence pour les acteurs associatifs sportifs à hauteur de 15 millions d'euros. Et puis on a redéployé des crédits au sein de l'Agence nationale du sport pour bénéficier aux fédérations les plus touchées. Là aussi, on est attentif aux petites et aux moyennes fédérations parce qu'on sait que certaines sont fragiles et qu'il faut les aider à traverser la crise. L'Agence nationale du sport sera d'ailleurs l'acteur majeur de la relance du sport français. On a augmenté le budget de 300 à 375 millions d'euros pour qu'il y ait un renforcement de l'ensemble des dispositifs engagés, notamment pour l'emploi, pour les équipements, pour les aides aux associations, pour les aides aux ligues, aux fédérations, et puis le soutien au programme Ambition Bleue et à l'innovation numérique. Il va y avoir aussi une grande campagne de communication lancée pour inciter à la reprise de la pratique sportive. Et puis, je tiens à insister là-dessus, on va développer ce début d'année 2021 un nouveau dispositif que nous appelons Pass Sport et qui est fait finalement pour faire d'une pierre plusieurs coups. D'une part, inciter nos élèves, les enfants, les adolescents à s'inscrire dans les clubs. Donc, comme je le disais, la crise est l'occasion de pousser des choses que nous voulons de toutes les façons structurellement par-delà la crise, donc pour les temps futurs. Donc, inciter à s'inscrire en club. Mais aussi, ce faisant, il s'agit de soutenir financièrement les clubs, puisqu'on sait qu'ils ont eu des pertes d'adhésion de l'ordre de 10 à 15% à la rentrée dernière. Et donc, le dispositif Passeport que nous dotons de 100 millions d'euros est fait pour aider des jeunes. Nous espérons que ce soit autour de 2 millions de jeunes qui soient touchés pour s'inscrire dans les clubs autour d'eux. Et bien sûr, vous allez être acteurs de cela. S'agissant du sport professionnel, là aussi, les décisions de confinement sont évidemment très dures pour tous. Il y a un fonds de compensation des pertes de billetterie à hauteur de 110 millions d'euros qui est ouvert aux clubs professionnels, aux fédérations sportives. Et puis, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2021, il y a une exonération des cotisations patronales et salariales pour les mois qui viennent de passer, octobre, novembre et décembre, à hauteur là aussi de 105 millions d'euros. Et puis, les clubs seront éligibles au dispositif des prêts participatifs de l'État pour une durée de 7 ans, avec des taux très attractifs, de façon à consolider leurs fonds propres. C'est toujours la même idée, aider à traverser la crise et à rebondir ensuite. Et puis, il y a un groupe de travail qui est lancé sur le dossier du droit individuel à l'image des joueurs, qui est là aussi un sujet parmi ceux qui sont posés par la période actuelle. Nous voulons donner une visibilité aux futures jauges qui seront applicables pour les grands équipements sportifs au début de l'année 2021. Ce sera des jauges proportionnelles à la taille des équipements, à la taille des stades, donc, de façon à répondre aux attentes que les clubs ont exprimées. Et puis, on est attentif aussi aux loisirs sportifs marchands, notamment les salles de sport. On sait qu'il y a beaucoup de salles de sport privées qui bénéficient souvent de mesures de soutien déjà, mais comme les fonds de solidarité, le crédit d'impôt, le prêt garanti par l'État, l'exonération des charges. Mais nous avons lancé une concertation pour peut-être élargir le fonds de solidarité et là aussi compenser certaines des pertes d'exploitation et soutenir les petits établissements et ceux de taille intermédiaire. Donc nous déployons un plan massif. J'ai été vraiment très favorablement impressionné par le caractère constructif des acteurs du sport lorsqu'on a eu la visioconférence avec le président de la République, le Premier ministre, Roxana Maracineanu, moi-même, Bruno Le Maire. On voyait vraiment une mobilisation constructive parce que chacun comprend qu'on a quelque chose de difficile à traverser et on cherche à trouver les solutions ensemble. Tous les dispositifs dont je viens de parler ont été co-construits. Ils sont souvent la résultante de propositions venues des milieux du sport. Et donc, c'est cette notion de co-construction, de responsabilité, au moment même aussi où nous voulons montrer que les valeurs du sport convergent avec les valeurs de la République. Au fond, c'est l'idée de l'esprit collectif, l'idée de l'engagement, l'idée du respect d'autrui, tout ce qu'on trouve dans le sport et dont on a besoin dans la société. C'est pourquoi mon message est en permanence que le sport n'est pas du tout un sujet marginal, il doit être central dans l'éducation, central dans la société.
dans un pays qui va organiser les Jeux Olympiques et qui doit en profiter pour avoir une sorte de nouvelle étape dans son histoire, qui est une étape d'implantation du sport dans toute la société, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, dans une perspective qui est aussi une perspective de santé de tous nos concitoyens. Donc nous voulons lier les valeurs du sport avec les valeurs de la République, ça va se voir d'ailleurs dans la loi renforçant les valeurs de la République, rapprocher les joueurs professionnels de la société, et notamment des jeunes à l'école, c'est leur rôle modèle d'une certaine façon, rapprocher les clubs de leur environnement le plus direct. Par exemple, je souhaite que les fédérations sportives et donc les clubs jouent de plus en plus un rôle de proximité sur le plan socio-éducatif. Donc une fédération sportive peut très bien avoir un rôle qui dépasse son sport lui-même dans son environnement territorial. Et ça peut être extrêmement important parce qu'il y a des opportunités pour cela. Je pense par exemple au plan mercredi, qui permet de financer des activités le mercredi pour les élèves. Je pense à nos cités éducatives, là aussi, qui ont des financements pour des activités éducatives pour nos élèves sur le temps périscolaire. Dans une vision complète du temps de l'élève, les clubs sportifs peuvent jouer un rôle essentiel pour faire passer à la fois des pratiques physiques, mais aussi des valeurs. Et donc nous voulons tout cela, nous voulons aussi le développement international de nos clubs à travers la notion de marque, professionnaliser nos approches, que ce soit par la numérisation et que ce soit par l'approche de cette notion de marque qui doit nous permettre d'avoir de la force sur le plan international, alors même que nous avons des atouts sportifs extraordinaires. Donc ce sont des idées dont évidemment nous avons vocation à discuter ensemble. On va avoir, je crois, maintenant une petite discussion. Mais en tout cas, je suis très heureux qu'il y ait du dynamisme et du débat dans la société française autour du sport. Et donc, merci Patrice et merci à vous tous de cette dynamique que ce webinaire traduit. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous allons partir tout de suite. Première question. Donc, on a beaucoup de questions. Vous suscitez beaucoup de questions. Ça, c'est formidable. Beaucoup de gens nous disent c'est super, on avance, on aime notre pays. On va aller en Nouvelle-Aquitaine, si je ne me trompe pas, rejoindre Thierry Parianti, qui est président des Boxers de Bordeaux. Vous parliez tout à l'heure de hockey sur glace. C'est le hockey sur glace à Bordeaux. Bonjour Thierry. Bonjour Patrice. Bonjour Monsieur le Ministre, merci pour toutes ces explications et ces annonces. Notre priorité sera de pérenniser et de développer nos clubs de sport sur les prochaines années, bref, de rebondir au niveau économique et social. Envisagez-vous des actions pour positionner le sport dans les démarches RSE que les entreprises développent? Oui, alors c'est évidemment un sujet très important. Tout à l'heure, lorsque je disais que le sport devait être le fait de l'ensemble de la société, il y a évidemment tout ce que j'ai dit sur l'école ou sur le rôle des fédérations dans leur environnement, mais les entreprises ont un rôle absolument essentiel. Lorsqu'on va développer le dispositif Passeport, cela va avoir un impact aussi sur l'implication des entreprises. Et d'ailleurs, il est souhaitable que souvent les entreprises soient partenaires des dispositifs publics qui sont prévus pour l'incitation au sport. Et puis, derrière la question RSE, il y a la question du mécénat, qui souvent n'est pas ouvert aux clubs de sport. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille plus loin dans ce domaine. Il y a actuellement l'idée d'une proposition de loi pour le sport qui pourrait porter des idées de ce type. Je ne m'avance pas trop en le disant, mais il y a un potentiel. Et puis, il peut y avoir une synergie entre toutes les priorités nationales que nous nous fixons et puis ce que les entreprises décident de développer au titre de leur RSE. Je voudrais citer quelques exemples de ce que nous faisons et pour lesquels il peut y avoir des partenariats avec les entreprises. Ce qu'on fait sur l'aisance aquatique, ce qu'on fait sur le savoir rouler, sur ce qu'on va faire sur le baccalauréat professionnel dans le domaine du sport, sur l'enseignement de spécialité au baccalauréat, sur ce qu'on va faire pour les sportifs de haut niveau avec l'enjeu de mieux suivre leur scolarité, leur carrière et puis leur insertion professionnelle. Tous ces sujets, comme aussi le sport pour les jeunes en situation de handicap, tous ces sujets sont des sujets de partenariat privé dans le domaine du sport et d'implication des entreprises. Donc la RSE des entreprises pourrait de plus en plus s'orienter vers le sport et en tout cas j'y suis très favorable. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Thierry. Là, je vais passer la parole à Alexandre. Je crois qu'on va rencontrer une femme formidable du centre de la France. Formidable, enthousiaste et qui porte à bras le corps son club. On part en centre Val-de-Loire, Monsieur le Ministre. On va retrouver Sabine Guillien, qui est présidente de Fleury Loire Handball, qui a une question à vous poser. Handball féminin. Handball féminin. Bonjour Sabine. Bonjour Patrice, bonjour à tous, bonjour Monsieur le Ministre.
Monsieur le ministre, au travers de vos décisions, huis clos, mesures sanitaires, aides gouvernementales, estimez-vous aujourd'hui reconnaître au sport professionnel français et plus encore au sport professionnel féminin le véritable statut d'acteur économique que nous sommes au quotidien dans nos territoires? En tout cas, c'est ce que nous cherchons à faire. Peut-être pas toujours autant qu'il le faudrait, et il faut toujours nous dire comment améliorer les choses, hein. Mais d'abord, je suis évidemment très conscient de toutes les duretés que vivent les clubs au quotidien. C'est vrai dans le domaine sportif comme dans d'autres domaines. C'est une période très difficile où on doit se serrer les coudes pour faire face à des réalités. Par exemple, l'arrêt des compétitions sportives, ça a été évidemment à certains égards dramatique, aussi bien pour la dimension humaine et sociale que pour la dimension économique. De même, tout ce qui est arrêt d'activité de façon générale a été dur. Donc c'est pour ça qu'on a pris les dispositifs qu'on a pris, qui sont quand même volontaristes, qui sont assez uniques en Europe, hein. Il faut quand même regarder ce qui se passe chez les Européens, où il n'y a pas le même soutien pour les acteurs. Ce qu'on a fait pour la compensation de billetterie ou pour l'exonération des charges, par exemple, est unique en Europe. On a d'ailleurs même à l'échelle européenne commencé à initier des discussions pour nous, la France, pour qu'on ait une vision un peu européenne de ces sujets, des compensations possibles. Sur tous ces sujets, les ligues féminines sont traitées comme les ligues masculines. Il n'y a évidemment pas de discrimination. Et on a démarré aussi un travail spécifique sur le sport féminin, sur son développement, sa représentativité. Comme vous savez, Roxana Maracineanu, avec qui nous faisons une belle équipe, est très très mobilisée sur le sujet. Elle a reçu d'ailleurs les présidentes et les directrices de Ligue d'élite pour amorcer une réflexion décisive sur une nouvelle étape du sport féminin en France. Là aussi, les Jeux Olympiques nous aiguillonnent pour aller plus loin. Donc je pense qu'on n'est pas parfait, loin s'en faut, mais nous avons la volonté d'aller dans la bonne direction. Et là encore, c'est de la co-construction avec des personnes comme vous qui vont nous permettre de nous améliorer tout au long des prochains temps. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Sabine. Là, on va être beaucoup plus proche, parce qu'on va en région parisienne, à Paris. L'homme que nous allons voir maintenant, pour poser, je crois, une question à Monsieur le Ministre, est un homme incroyable. Incroyable parce qu'il sait ce que veut dire le volet social, le volet sociétal, le côté éducation. Il porte ce sport, ce beau sport dans son cœur, aussi bien côté féminin, masculin et jeune. C'est l'élite au sens pur du terme. Julie. Absolument, Patrice, pas grand-chose de plus à rajouter. Monsieur le ministre, on est en direct avec Pierre Ferracci, président du club de foot Paris FC pour la région Île-de-France. À vous la parole, Pierre. On a quelques on a un problème de son. Quelques petits problèmes de son. On a un problème de son. Monsieur le ministre, bonjour. Comme vous le savez, nos clubs sont un lieu important d'éducation et de lien social pour la jeunesse. L'avenir de notre jeunesse est aujourd'hui un enjeu majeur dans le contexte de cette crise sanitaire, mais aussi de cette crise sociale et économique avec des conséquences qui peuvent être très lourdes si nous n'y prenons garde. Alors que l'éducation, la jeunesse et le sport relèvent du même ministère, sous votre responsabilité, ne faut-il pas profiter de cette occasion pour faire travailler l'ensemble des acteurs du sport et de l'éducation à la définition d'actions concrètes dans les territoires au service des jeunes? Je vous remercie. Monsieur le ministre, on vous écoute. Oui, alors 1000 fois oui, hein, et je suis très heureux que vous me posiez cette question, et j'en profite pour saluer le Paris Football Club, un club que je regarde. Donc merci pour cette question. J'ai commencé à parler de ça tout à l'heure, et grâce à votre question, je peux aller un peu plus loin. Tout à l'heure, je le disais, c'est très important de bien savoir que nous souhaitons, je dis vraiment très fortement, que les fédérations, et au travers des fédérations, les clubs, sur le terrain, soient considérés désormais comme des acteurs socio-éducatifs pleinement, exactement comme les grandes associations d'éducation populaire sur le terrain. Et donc nous sommes extrêmement ouverts aux propositions que vous pouvez faire sur ce point. Alors concrètement, ça veut, alors d'abord, sur le plan des principes, je crois que c'est très clair, hein, je le dis très, très nettement. Ensuite, sur un plan pratique, qu'est-ce que ça peut signifier? C'est qu'on est en train de s'organiser différemment sur le plan territorial. Le fait que nos ministères fusionnent a beaucoup de conséquences concrètes. On avait par exemple fusionné nos inspections générales récemment, et puis maintenant on est en train de fusionner nos acteurs de terrain. Ça veut dire que
responsables de la jeunesse et des sports à l'échelle de chaque département et de chaque région, désormais font partie du système éducation nationale. Nos recteurs, par exemple, ou nos inspecteurs d'académie à l'échelle départementale sont des inspecteurs d'académie, désormais, à partir du 1er janvier prochain, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, avec des équipes dédiées à ces sujets. Donc ils vont articuler des sujets comme que font les élèves le mercredi et comment stimuler les clubs localement. Donc, d'un point de vue très pratique, je dirais aux clubs d'aller à la rencontre de leur inspecteur d'académie à l'échelle départementale pour développer des projets, pour proposer des choses. Je donne un exemple, j'ai cité les cités éducatives tout à l'heure. C'est quoi les cités éducatives? C'est des moyens financiers que nous donnons à des acteurs locaux, souvent ça peut être un principal de collège, pour qu'il puisse agir, ce principal de collège, sur les facteurs sociaux de la réussite éducative. Donc typiquement, que font les enfants le mercredi, le week-end, en matière sportive et culturelle? Eh bien, un club sportif peut très bien venir proposer à l'éducation nationale une action qui permette de développer cela. Il y a aujourd'hui 80 cités éducatives en France, on va en rajouter bientôt 40. C'est un seul des exemples que je peux donner, mais il y en a d'autres. Donc désormais, nous voulons avoir une vision complète du temps de l'enfant et nous voulons que les clubs sportifs soient acteurs de cette vision complète, puissent davantage être en contact avec l'école, puissent davantage se faire connaître et davantage être participants des enjeux socio-éducatifs avec nous. Donc voilà la nouvelle situation et ça dépend évidemment de chacun d'entre nous, mais n'hésitez pas localement à faire des propositions et à rentrer en contact avec l'éducation nationale et l'administration de la jeunesse et des sports. Et en fait, désormais, c'est un peu une seule et même chose. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Pierre Ferracci. Là, on remonte. On part de Paris, on va dans les Hauts-de-France et nous allons rejoindre un président incroyable qui veut révolutionner également son sport avec ses collègues présidents. Un président qui déborde d'idées et d'enthousiasme. Pascal Laousse, président à Tourcoing du TLM Volley. Pascal, je vous passe la parole. Oui, bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Patrice, bonjour à tous nos amis les meneurs. Monsieur le Ministre, vous le savez, le business model de nos clubs de sport français, en particulier le sport en salle, est aujourd'hui mis à mal par la crise que nous traversons. Vous devez aussi savoir que nos clubs sont engagés dans un vaste mouvement de transformation nécessaire à l'évolution de nos sports. Récemment, l'État a proposé de nombreuses mesures aux PME et ETI dans leur transformation, telles que le soutien financier au volontariat territorial aux entreprises, le PGE ou encore les obligations convertibles. Êtes-vous prêt, Monsieur le Ministre, à nous apporter les mêmes mesures et le même soutien? Alors, bien sûr, nous devons être en soutien du monde amateur, et je l'ai dit tout à l'heure. Parfois, c'est avec des mesures différentes, évidemment, pour être adaptées aux réalités du monde amateur. Je pense à ce que j'ai dit sur Passeport, qui est quand même la mesure phare dans la nouvelle étape, avec plus de 100 millions d'euros. Plus généralement, le type de choses que j'ai évoquées autour de la question précédente, c'est-à-dire rendre les clubs acteurs de la vie socio-éducative, c'est aussi donner l'accès à de nouveaux types de financement. Par exemple, au travers du plan Mercredi, c'est des financements qui nous viennent des caisses d'allocation familiale et qui permettent tout simplement d'avoir une action sociale vis-à-vis des jeunes. Donc oui, le soutien financier est d'ailleurs à peu près de même nature, enfin de même montant pour le monde amateur et pour le monde professionnel, mais évidemment avec des dispositifs qui sont différents pour être adaptés. Nous restons ouverts évidemment à des idées nouvelles, à des possibilités nouvelles, en fonction aussi de ce que les temps prochains vont nous apporter, avec des bonnes et des mauvaises nouvelles, peut-être sur le plan épidémique en 2021. Mais ce qui est important, c'est qu'on co-construise cela et que notamment devant certaines réalités, nous sachions surtout faire qu'il y ait plus de personnes adhérant au club. Donc c'est le sens du dispositif Passeport, c'est le sens aussi des campagnes de communication qu'on va faire et qui vont bénéficier aux clubs amateurs, et puis aussi de toutes les mesures que nous prenons dans le cadre du plan de relance, dont certaines vont conduire à rénover les équipements sportifs qu'utilisent les clubs amateurs via les collectivités locales en général. Donc là, vous pouvez aussi être très attentif à ça, aux mesures plan de relance, parce qu'il y a encore des projets à déposer qui portent notamment sur la rénovation des infrastructures, mais aussi sur d'autres dispositifs auxquels les clubs amateurs peuvent postuler. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Pascal.
Autre région que nous allons visiter maintenant, Laura, Julie. Absolument, une belle région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur le Ministre, avec Yann Roubert, président de Loup Rugby. Et ce sera la dernière question. Bonjour Monsieur le Ministre. Le lien entre sport professionnel et sport amateur est de moins en moins évident. Pourtant, il est essentiel pour le développement du sport français. Comment votre ministère entend-il encourager la redéfinition de ce lien si important en termes de performance, de mission sociale et d'équilibre financier des clubs? À vous, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Bon, évidemment, le lien doit être fait. Moi, je n'oppose jamais sport amateur et sport professionnel. C'est une erreur mentalement d'opposer les deux, bien sûr, et je pense que personne ne le fait. Au contraire, il faut les relier au maximum tout le temps. D'abord, je vais dire une évidence, mais un sportif professionnel, dans sa vie, il a d'abord été un sportif amateur, et donc, par définition, le monde amateur est le vivier du monde professionnel, et il doit y avoir des boucles de rétroaction, en quelque sorte. Je parlais tout à l'heure du modèle que représentent les grands sportifs professionnels vis-à-vis des jeunes. C'est un des exemples des interactions. Dans le passé, la taxe Buffet a été finalement une contribution du sport pro et pour le sport amateur. Et quand on voit les problèmes posés par Mediapro aujourd'hui, ça touche bien sûr le monde professionnel, mais ça concerne aussi le monde amateur. Donc il faut qu'on aille plus loin pour que les liens soient plus forts, et notamment que le sport professionnel soit encore plus, je dirais, solidaire du monde amateur. Je ne sais pas si ça suppose des obligations nouvelles, c'est pas certain, mais ça suppose en tout cas des liens renforcés. Donc c'est notamment par une vision territoriale qu'on doit y arriver, dans le sens que je disais tout à l'heure, avec des conventions à systématiser entre les clubs pro et les clubs amateurs, dans une vision régionale. Je par exemple en tête ce que fait le Racing Club de Strasbourg en football avec avec des clubs dans les environs, et de nombreux grands clubs professionnels le font. Et donc nous devons être sur ce modèle. Donc ça rejoint un peu ce que je disais dans une précédente question. C'est via l'approche territoriale que nous allons réussir à être concrets sur cette question et à tisser les liens. Et désormais, ce grand ministère, déconcentré sur le plan régional et départemental, ce grand ministère qui est le nôtre, de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, vous devez le considérer vraiment comme votre interlocuteur pour réaliser cette ambition, c'est-à-dire là en l'occurrence le lien entre le monde professionnel et le monde amateur. Et c'est vraiment notre volonté de faire cela. Et encore une fois, la perspective des Jeux Olympiques joue très fortement dans ce sens. Lorsque nous labellisons des établissements Génération 2024, lorsque nous développons le sport à l'école, c'est aussi en créant des partenariats avec le monde professionnel en direction du monde amateur. Donc ce lien va se renforcer, et ça aussi, nous allons le faire ensemble. Quelle belle ambition en fait, Monsieur le Ministre. Servir l'avenir, ni plus ni moins, avec tous ces clubs, tous ces territoires. Il vous reste, je crois, à peine 2 minutes parce que vous partez sur un autre rendez-vous. Peut-être un petit mot de conclusion face à ces 49 meneurs, ces présidentes et présidents de clubs qui font tellement sur le terrain, avec leurs bénévoles, avec leurs salariés, avec leurs partenaires. Tout le monde est prêt à repartir parce que tout le monde aime son pays, tout le monde aime sa région. Le mot de la fin, Jean-Michel Blanquer. Le mot de la fin, il m'est inspiré par votre tonalité et par le fond de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire développer l'optimisme contagieux. Les valeurs du sport sont absolument indispensables à notre pays. Il y a trop de discours gris, trop de pessimisme, et notamment vis-à-vis de la jeunesse, alors que nous devons à la jeunesse des perspectives d'avenir. Bien sûr, la situation est difficile, mais voilà, dans l'histoire du monde, il y a eu des périodes difficiles, c'en est une. C'est une raison de plus pour se dépasser et servir les autres, et donc notamment les jeunes, pas seulement, mais notamment les jeunes, qui ne doivent pas être les sacrifiés de la période actuelle. Et les valeurs du sport, l'esprit du sport vont dans ce sens, c'est-à-dire l'engagement et l'optimisme. Et donc nous devons rayonner, faire rayonner cela, et ce sont les personnes comme vous qui vont permettre cela. Et ça doit être très concret, donc ça doit se jouer beaucoup à l'échelle des territoires, d'où tout ce que je vous ai dit sur ces questions. Et d'ailleurs là, l'endroit où je vais maintenant, c'est le Sénat, la Chambre des territoires par définition. Donc j'essaierai de porter cet optimisme contagieux, même si parfois les débats sont pas toujours souriants. Mais en tout cas, on va essayer. Monsieur le ministre, mon cher Jean-Michel, infiniment un grand merci du fond du cœur, simplicité, proximité, volonté, optimisme. Merci à notre grand ministre Jean-Michel Blanquer d'avoir ouvert cette journée des meneurs.